Numéro 8. Syndrome d'autobrasserie. Épreuve de charge en glucose. Vous affichez un taux d'alcoolémie à un test clinique, mais vous n'avez pas bu une goutte. C'est là que le piège se referme. Le chiffre paraît familier, alors tout le monde cherche d'abord un verre d'alcool, même si le verre de whisky est resté vide et intact. Dans les cas rapportés, des personnes ont dû faire face à des accusations de conduite sous influence, à un test de sobriété policier de nuit, à une arrestation au bord de la route avec des menottes, à des problèmes professionnels comme un employé renvoyé avec son carton de bureau, et à des années passées à entendre que leur histoire était impossible. En 2013, Barbara Cordell et Justin McCarthy ont décrit le cas d'un homme texan de 61 ans dont l'alcoolémie a augmenté après une épreuve aux glucides, malgré l'absence de toute consommation d'alcool. Le mécanisme n'était pas une bouteille d'alcool scellée sur une étagère, ni une flasque cachée dans un tiroir. C'était une fermentation dans l'intestin, liée dans certains rapports au microbiome intestinal, à des images rapprochées de bactéries, à Saccharomyces cerevisiae en micrographie, à Candida albicans, à Candida glabrata, et plus rarement à des bactéries comme Klebsiella pneumoniae, souvent après un déséquilibre du microbiome. Un cas publié en 2019 dans BMJ Open Gastroentérologie a commencé après des antibiotiques prescrits pour une blessure au pouce bandé. Le test est contrôlé. Le patient, parfois déjà très inquiet dans le cabinet du médecin, est à jeun. Les cliniciens mesurent l'alcoolémie de départ avec une prise de sang à l'hôpital, pendant qu'une infirmière remplit un tube et que le technicien de laboratoire prépare les échantillons. Vous ingérez ensuite du glucose, comme lors d'un test médical avec une boisson de tolérance orale au glucose. Puis il contrôle l'alcool dans le sang ou dans la laine, avec un éthylotest en clinique, pendant plusieurs heures en salle d'observation hospitalière. Avant d'utiliser du fluconazole, de réduire les glucides avec une assiette pauvre en glucides, d'ajouter des probiotiques ou de modifier les antibiotiques sur le tableau de traitement, le médecin doit exclure une consommation dissimulée, une erreur de laboratoire et toute exposition externe à l'éthanol. Sans cette preuve, lors d'une consultation tendue entre médecin et patient, un intestin qui produit de l'alcool peut ressembler exactement à un patient accusé, allongé dans une chambre d'hôpital, que l'on croit en train de mentir. Numéro 7. AVC fatal de la circulation postérieure avec hoquet persistant. En mars 2007, des neurologues du National Taiwan University Hospital ont rapporté le cas d'un homme de 49 ans présentant un hoquet persistant, des vomissements répétés, des vertiges, une démarche instable et un engourdissement d'un côté du visage et du corps. L'IRM cérébral, réalisé en radiologie, a montré un infarctus aigu dans la partie latérale gauche du bulbe rachidien, une zone du tronc cérébral irriguée par la circulation postérieure et visible sur les modèles d'anatomie du brainstem. Il s'agit du syndrome bulbaire latéral décrit par le neurologue Adolf Wallenberg en 1895, souvent lié à une obstruction de l'artère vertébrale ou de l'artère cérébelleuse postéro-inférieure, connue sous le nom de pica, comme on peut le voir en angiographie des artères cérébrales postérieures. Le bulbe rachidien contient le noyau du tractus solitaire et le noyau ambigu, des noyaux qui coordonnent la déglutition lors d'un examen médical, les réflexes pharyngés, les vomissements, le contrôle autonome et certains rythmes liés à la respiration. C'est pourquoi cet AVC peut ressembler à une gastro-entérite, avec un patient nauséeux au lit, un médecin qui l'examine et parfois une douleur abdominale en salle d'urgence. Des patients peuvent quitter le service des urgences avec des papiers de sortie, encore nauséeux et pris de hoquet, puis revenir quelques heures plus tard dans une ambulance à l'entrée de nuit avec des déficits du tronc cérébral qui s'aggravent dans le couloir ou la zone d'attente des urgences. Les AVC de la circulation postérieure représentent environ 20 à 25% des AVC ischémiques. L'œdème du tronc cérébral peut atteindre son pic en 24 à 72 heures, sous surveillance neurologique intensive, avec l'horloge de l'hôpital qui avance au-dessus du lit. Si l'infarctus s'étend au centre respiratoire, un masque à oxygène, un ventilateur de réanimation et un lit de soins intensifs peuvent devenir nécessaires pendant la même hospitalisation. Si un hoquet dure plus de 48 heures avec des vertiges, un engourdissement du visage ou des difficultés à marcher en se tenant au mur, il ne faut pas attendre au triage. Votre imagerie doit inclure la circulation postérieure, que ce soit dans un scanner IRM d'hôpital, une salle de procédure équipée, un couloir d'urgence soudain vide ou même après avoir consulté un site médical sur un ordinateur portable. Numéro 6. Jeune adulte décédé d'une rupture d'anévrisme cérébral saculaire. À une bifurcation artérielle du cercle de Willis, sous le microscope, la pression trouve la paroi la plus fragile. C'est là qu'un anévrisme saculaire se forme, une petite poche dans la paroi d'une artère cérébrale. Et ces anévrismes représentent environ 90% des anévrismes intracrâniens.
La plupart se trouvent dans la circulation cérébrale antérieure, souvent sur l'artère communicante antérieure ou à la bifurcation de l'artère cérébrale moyenne. S'ils se rompent, le sang envahit l'espace sous-arachnoïdien autour du cerveau, visible au scanner comme une hémorragie, parfois confirmée ensuite sur le champ opératoire. Le premier signe peut être une céphalée en coup de tonnerre chez un jeune adulte, avec une douleur maximale en quelques secondes. Puis peuvent suivre des vomissements chez le patient hospitalisé, une raideur de nuque, une crise, une perte de connaissance prise en charge par les paramédics ou un coma en soins intensifs. Cette situation reste rare, avec environ 6 à 9 cas pour 100 000 personnes années dans le monde, jusque dans les salles d'attente des hôpitaux du monde entier. Pourtant, environ 10 à 15% des patients perdent la vie avant d'atteindre l'hôpital, et la létalité globale se situe souvent entre 30 et 40%. Le diagnostic s'enchaîne en quelques heures, de l'arrivée aux urgences et du scanner cérébral à la ponction lombaire, puis à l'angiographie cérébrale en salle d'opération. Le clipage chirurgical ou l'embolisation par coils doivent suivre avant que le vaisseau ne cède à nouveau dans une salle de neurochirurgie dédiée aux anévrismes. Si chez vous, vous ressentez soudain le pire mal de tête de votre vie, puis que l'ambulance arrive à l'entrée des urgences et qu'un lit d'hôpital vous attend, vous ne patientez pas. La jeunesse ne vous protège pas d'une artère rompue, même quand le couloir de l'hôpital est vide au cœur de la nuit et que la salle de réanimation attend en silence. Numéro 5. Décès en soins urgents d'un adulte dû à une épiglottite aiguë. En janvier 1988, Len O'Connor, reporter radio et télévision à Chicago âgé de 37 ans, s'est rendu dans un centre de soins d'urgence de banlieue pour un violent mal de gorge et des difficultés à respirer. Il souffrait d'une épiglottite aiguë. Ce n'est pas une simple infection de la gorge. L'infection fait gonfler l'épiglotte, ce petit clapet de tissu à la base de la langue qui aide à couvrir la trachée quand on avale, ainsi que les tissus voisins au-dessus du larynx. Ce tissu gonflé se trouve directement au-dessus des voies respiratoires. À mesure qu'il grossit, le passage de l'air se rétrécit en quelques heures. La voix devient étouffée. La respiration devient bruyante et pénible. Un signal d'alerte appelé stridor, que l'on peut entendre en écoutant la poitrine au stéthoscope ou simplement auprès du patient. Avaler devient impossible, parce que le même tissu gonflé encombre à la fois le passage de l'air et celui des aliments. Si vous entendez ce souffle rauque chez quelqu'un d'autre ou chez vous, vous n'attendez pas les résultats du laboratoire ni les cultures bactériennes dans une boîte de pétri. Chez les enfants, la vaccination contre AIB a ensuite rendu cette maladie beaucoup plus rare. Mais les adultes peuvent encore l'attraper à cause de AIB, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus ou Streptococcus du groupe A. La seule priorité est de sécuriser les voies respiratoires avant qu'elles ne se ferment complètement, dans le couloir d'un hôpital en pleine nuit, comme sur un lit d'examen. Un tube respiratoire endotrachéal en salle d'urgence ou une ouverture chirurgicale des voies aériennes par trachéotomie peut être nécessaire. Une fois le passage fermé, il n'y a plus de voie pour l'air et plus aucune intervention qui puisse changer l'issue. O'Connor n'a pas survécu quand un mal de gorge est devenu une obstruction des voies respiratoires, laissant derrière lui l'image froide d'une salle de réanimation vide, d'un masque à oxygène sur un lit abandonné et d'un brancard désert aux urgences. Numéro 4. Rupture artérielle provoquée par un éternuement dans le syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire. C'est une maladie héréditaire rare du tissu conjonctif, typique d'un patient atteint d'Ehlers-Danlos vasculaire, où la paroi d'une artère peut céder après une simple montée de pression, comme une toux, des vomissements ou un éternuement dans un mouchoir. L'anomalie se trouve dans COL3A1, le gène de la chaîne pro-alpha 1 du collagène de type 3, une protéine de structure que les scientifiques étudient en laboratoire de séquençage ADN et qui aide à renforcer les vaisseaux sanguins ainsi que les organes creux. On l'appelait autrefois syndrome d'Ehlers-Danlos de type 4 et sa prévalence estimée est souvent citée entre une personne sur 50 000 et une personne sur 200 000 au milieu d'une foule qui marche sans jamais savoir qui est concerné. Le danger, ce n'est pas l'éternuement. Le danger, c'est une paroi artérielle construite avec des fibres de collagène fragilisées, comme le montrent certaines images de microscopie des fibres de collagène et de la paroi des vaisseaux sanguins, si vulnérables qu'une rupture d'artère ou une dissection peut survenir avec peu ou pas de traumatisme, comme une fissure dans un mur déjà fragilisé. Une complication reconnue est la fistule carotido-caverneuse spontanée, lorsque l'artère carotide interne s'ouvre dans le sinus caverneux derrière l'œil, provoquant un gonflement soudain de l'œil, un souffle, une vision double floue dans la rue ou une perte de vision. Gene Reviews considère le test moléculaire de COL3A1 comme la confirmation standard lors d'une consultation de génétique médicale ou dans un laboratoire de test ADN, car les gestes invasifs
peuvent présenter leurs propres risques. D'anciennes études de cohorte rapportaient une survie médiane autour de 48 ans, principalement liée aux complications de rupture vasculaire qui peuvent mener à une chirurgie d'urgence et à des couloirs d'hôpital remplis de familles inquiètes. En 2010, l'essai BBEST, mené par des chercheurs hospitaliers, a rapporté moins d'événements artériels avec le céliprolol, un traitement surveillé de près avec brassard de tension et prise de comprimés. Ici, l'avertissement, c'est la pression. Ensuite, la menace vient de quelque chose d'avalé, caché sur une sombre radiographie abdominale et qui avance lentement vers le désastre. Numéro 3. Rupture splénique fatale après ingestion d'un fil métallique chez un détenu. En 2017, Thongchai Saengsiri, un Thaïlandais de 20 ans retenu au Villawood Immigration Detention Center à Sydney, a signalé des douleurs abdominales après avoir avalé un fil métallique. Il a été conduit au Liverpool Hospital, où les médecins des urgences ont identifié l'ingestion, puis il a été renvoyé en rétention. Un corps étranger tranchant peut perforer la paroi de l'estomac, et chaque heure sans surveillance lui laisse plus de temps pour se déplacer. Juste au-dessus de l'estomac se trouve la rate, un organe qui filtre environ 10 à 15% du débit du cœur chaque minute. Si elle est atteinte, le saignement peut devenir massif très vite. Quand Saengsiri a été renvoyé à l'hôpital en ambulance, l'atteinte qui allait lui être fatale était déjà déclarée dans son abdomen. Le 16 mars 2017, il n'a pas survécu. Une enquête du New South Wales Coroner's Court a ensuite établi que le fil avait traversé son estomac et atteint sa rate, provoquant une rupture splénique et une hémorragie interne. Quand des douleurs abdominales suivent l'ingestion d'un objet pointu, on ne peut pas traiter le premier examen, même avec une radio abdominale et un moniteur d'observation au chevet, comme toute l'histoire. Le fil n'avait pas besoin d'une grande plaie, il lui fallait un trajet, du temps et un organe rempli de sang. Numéro 2. Mucormycose rhino-orbito-cérébrale fatale après extraction dentaire. En mai 2019, en Inde, un homme de 56 ans a subi l'extraction d'une molaire supérieure. Quelques jours plus tard, son visage a commencé à gonfler sous l'effet d'une infection dentaire. Puis une zone noire est apparue à l'intérieur de sa bouche, sur le palais. Cette couleur avait une importance capitale. Ce n'était pas un simple bleu, c'était une nécrose, un tissu buccal nécrotique provoqué par un champignon qui envahissait les vaisseaux sanguins, formait des caillots, bloquait la circulation et privait les tissus d'oxygène. Le cas a été publié dans le journal BMJ Case Reports en 2020 par des cliniciens de King George Medical University à Lucknow. Le facteur déclencheur était un diabète de type 2 non contrôlé, visible dans les tests de glycémie. L'acidocétose diabétique affaiblit la chimiotaxie et la phagocytose des neutrophiles, ces globules blancs qui ne parviennent alors plus à atteindre et à englober efficacement le champignon. Elle abaisse aussi le pH des tissus vers une acidité où les mucorales peuvent prospérer, comme on l'observe en microscopie. En quelques jours, le scanner des sinus paranasaux a montré que le champignon avait franchi les sinus ethmoïdaux, traversé la région de l'apex orbitaire du crâne et progressé vers les structures intracrâniennes. Les médecins ont eu recours à un débridement chirurgical au bloc opératoire et à de l'amphotéricine B liposomale par voie intraveineuse, le traitement de première intention habituel. Malgré cela, l'infection a continué d'avancer. Il n'a pas survécu. Une banale alvéole d'extraction dentaire avait servi de porte d'entrée jusqu'à la base du crâne. Quand la mucormycose rhino-orbito-cérébrale atteint ce territoire chez un patient, la mortalité rapportée se situe souvent entre 25% et 62%. Numéro 1. Angine de Ludwig fatale du haine prémolaire mandibulaire infectée. L'angine de Ludwig peut commencer par une simple dent du bas infectée. Dans un cas publié par BMJ Case Reports au St Thomas Hospital de Londres, un homme de 40 ans a développé un gonflement sous la mâchoire après l'infection d'une prémolaire mandibulaire. L'infection dentaire de cette prémolaire mandibulaire a gagné le plancher de la bouche, puis s'est propagée par des espaces faciaux reliés entre eux, sous-mandibulaires, sublinguaux et sous-mentaux. C'est cette continuité qui explique pourquoi elle peut avancer vite et provoquer un gonflement sous-mandibulaire des deux côtés du cou en même temps. Quand les tissus gonflent, la langue est repoussée vers le haut. L'espace derrière la langue se rétrécit. L'air a de moins en moins de place pour passer. Si vous remarquez un gonflement dur sous la mâchoire, avec une salivation incontrôlée, une difficulté à avaler, une voix étouffée ou une langue qui se soulève dans la cavité buccale, il ne faut pas attendre. Ce tableau peut devenir une urgence d'obstruction des voies respiratoires avant même de paraître spectaculaire, avec un patient en détresse respiratoire à l'hôpital, parfois sous masque à oxygène.
Wilhelm Friedrich von Ludwig l'a décrite en 1836, à une époque où, dans les services hospitaliers du 19e siècle et les salles victoriennes, la mortalité historique dépassait 50%. Aujourd'hui, la prise en charge commence par sécuriser les voies respiratoires, avec une intubation en urgence si nécessaire, puis par des antibiotiques intraveineux comme l'ampicilline sulbactam ou la clindamycine en cas d'allergie à la pénicilline, le drainage d'un abcès oral s'il y a du pus et l'extraction de la dent infectée. Les issues fatales sont désormais généralement inférieures à 10%, mais seulement lorsque les voies respiratoires sont sécurisées avant que le gonflement sévère du cou ne les referme.